Bonjour, bonsoir, bienvenue au Grand Magazine économique. Oui, c'est un grand magazine extra, une extension, car en général nous avons 4 grands magazines, mais le mois de janvier est si long et il y a des activités assez importantes au niveau international, particulièrement des élections. Ce sera une année électorale au niveau mondial, plus de 70 pays. On estime près de 4 milliards de personnes iront aux urnes l'année prochaine, à savoir en 2024, pardon, pas l'année prochaine, nous sommes bien en 2024. Et nous avons 2 pays qui nous intéressent particulièrement. Notre voisin, la République dominicaine, et en regardant au nord, le grand voisin du nord, les États-Unis. 2 élections fondamentales pour nous. Nous avons avec nous le correspondant de Radio Métropole, Jean-Michel Kawa, qui va discuter, analyser avec nous de cette situation. Jean-Michel Kawa, merci de répondre à l'invitation et bonne année 2024. Merci, mes amis haïtiens. Jean-Michel, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas entrer directement dans les élections, parce que nous sommes en 2024, on doit revenir en 1994, seulement 30 ans. La République dominicaine, cette année, 1994, a été une année importante sur le plan politique et particulièrement sur le plan démocratique. Joaquim Balaguer, qui dominait la politique dominicaine à l'époque, c'était peut-être son 6e mandat, allait gagner les élections sur une courte victoire, 30 000 voix, tandis que son adversaire politique de l'époque, Peña Gómez, disait qu'il y avait près de 100 000 partisans qui n'avaient pas voté. Ceci a créé une grave crise politique qui a laissé même la République dominicaine et le grand voisin du Nord, les États-Unis, se sont installés dans cette crise car Haïti, en background, faisait partie de cette élection dans la mesure où, on se rappelle très bien, la période d'embargo, les Dominicains bénéficiaient de cet embargo et les Américains estimaient que le régime Balaguer n'avait pas donné assez de poids quand même pour maintenir cet embargo. La situation était la suivante. Balaguer, comme master politique, a joué sa carte, a accepté qu'il y ait une situation beaucoup plus intéressante pour dire, ok, d'accord, qu'elle allait respecter ce qui se passait au niveau de la frontière. Donc Haïti s'est mêlé un petit peu quand les Américains ont joué de cette carte et on a eu une entente, l'OEA, qu'on se rappelle, qui dominait la région, que ce soit en Haïti ou en République dominicaine. Il y a eu une entente pour qu'il y ait eu, à cette époque, une situation assez inédite. On allait écouter le mandat de Balaguer de 2 ans et on allait avoir les élections en novembre 1996. Pourquoi je rappelle cette époque? Parce qu'on sait bien, Jean-Michel, que ça, c'est un tournant, je pourrais dire, dans la politique dominicaine, car de 1994 à nos jours, 30 ans, la stabilité politique, les élections se tiennent sans aucun problème, et parfois même mieux que les États-Unis, parce que vous savez que tout ce qui s'est passé avec Al Gore. Donc, essayons de retourner sur 1994 et d'analyser ce tournant historique et ce que ça a représenté pour la République dominicaine. Depuis les élections de 1996, il y a eu ce climat de guerre civile que j'avais connu pendant les élections de 90 et de 94, que les raisons qui ont permis donc de stabiliser la dominicaine, il faut souligner le rôle notamment d'une organisation de la société civile qui s'appelle Participation citoyenne, qui a un système d'observation et un système de rapido qui permettait d'avoir un résultat rapide sur la base de données précises, de frauder à partir de ce moment-là. Et effectivement, en 1996, ce qu'on voit, la République dominicaine est entrée dans une phase, je dirais, de processus avec une acceptation des résultats. Les vainqueurs, évidemment, se réjouissent, ceux qui perdent, eh bien, reconnaissent leur défaite, et ça se passe depuis cette époque. Est-ce que vous avez bien dit, vous avez pesé vos mots en parlant de guerre civile? C'est pas fort? Oui, notamment, souvenez-vous des élections, en 1990, qui opposait à l'époque
Balaguer, Juan Bosch qui était candidat, et c'est donc les trois grands leaders historiques du siècle dominicain. Ces élections avaient été débattues pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Des morts, il y avait eu des accusations. Bosch avait parlé d'une fraude colossale du président de l'époque, Joaquín Balaguer. Un climat très tendu, climat qu'on a retrouvé en 1994 dans un contexte régional compliqué. Il a fallu attendre 1996, donc l'observation électorale mise en place par participation sur des contre-appuis qui a été le résultat, je me souviens bien, le résultat avait été transmis aux autorités religieuses et qui est l'organisme chargé de l'organisation des élections. C'est très difficile donc de frauder et de changer. Et l'élection de Leonel Fernandez, sa première élection en 1996, était acceptée par Peña Gómez, même s'il était en bonne position au premier tour et que la victoire de Leonel Fernandez avait été le fruit d'une alliance Balaguer et Juan Bosch. Qui était le colistier de Juan Bosch aux élections de 1990? Non, Juan Bosch disait que la fraude, il était le vainqueur de l'élection et effectivement, ça avait pu constater des fraudes de Joaquín Balaguer, ce qui avait provoqué cette. Alors en même temps, Juan Bosch était déjà très sa santé mentale, et la situation était à l'époque en 90, et Peña Gómez a joué un rôle de facilitateur, mais Juan Bosch ne l'a pas accepté finalement son soutien, et ce qui a permis à Joaquín Balaguer de rester au pouvoir une fois de plus entre donc 90 et de reprendre 2 ans, comme vous l'avez dit, jusqu'aux élections de 96. Maintenant, dans les discussions, je sais que l'Église catholique était présente, le secteur des affaires et bien sûr la communauté internationale. Est-ce que vous êtes au courant de qui avait proposé d'écourter de 2 ans et qu'en novembre 96, qu'il y a eu des élections et comment ça a été accepté de l'autre côté? Alors, c'était le fruit de négociations qui ont impliqué effectivement le secteur des affaires, d'importants hommes d'affaires dominicains, mais surtout le grand facilitateur qui était à l'époque un seigneur Agripino Núñez, qui apparaissait comme le grand médiateur de crise politique et qui a été avec la communauté, notamment de l'ambassadeur canadien, très important dans cette crise, et évidemment les représentants des États-Unis, de l'Union européenne ont également participé de cette solution, qui était une solution qui n'était pas prévue par la Constitution. Il n'avait jamais été prévu dans la Constitution que le mandat soit réduit à 2 ans, mais c'est finalement ce qui a permis à l'opposition, José Francisco Peña Gómez, j'ai recueilli son témoignage et le témoignage de plusieurs de ses proches, ont raconté combien il avait hésité pour accepter, ce n'était pas donc une solution constitutionnelle, mais qui avait permis une crise encore plus grave avec probablement suite d'affrontements sanglants dans le pays. Donc ça avait été une espèce de risque José Francisco Peña Gómez pour mon pays. Maintenant, en 1996, en novembre, Peña Gómez était déjà mort alors?
Oui, alors Peña Gómez, qui finalement avait gagné le premier tour des élections du fait entre Juan Bosch et Joaquín Balaguer, donc les grands ennemis historiques s'étaient mis d'accord. Finalement, l'élection de Peña Gómez, les partisans d'extrême droite qui se privaient pas de présenter comme un destin. Donc, ils estimaient qu'il valait mieux faire une alliance compatriotique, comme on l'avait appelé à l'époque, pour empêcher la victoire de Peña Gómez, qui pourtant était le leader, je pense, de la République dominicaine. Et c'est là un fait important pour les téléspectateurs et les auditeurs haïtiens. Je pense que je parle du racisme dominicain, anti-haïtianisme, je l'ai dit à de nombreuses délégations venues dans ce pays, les Dominicains ont voté pour Peña Gómez et malheureusement, non, il était lui aussi gravement malade. Il est mort peu après d'un cancer fulgurant, mais il a été la personnalité la plus populaire en République dominicaine à cette époque. Et Léonel Fernandez, très jeune à l'époque, a émergé au niveau du PLD. On dit, est-ce que vous êtes au courant également, puisque vous avez eu des contacts avec des politiciens dominicains, qu'il y a eu une alliance Balaguer-Fernandez contre Peña Gómez pour remporter les élections? On peut confirmer ça? Oui, ben c'est ce que je vous dis. Victoire de Léonel Fernandez, qui à l'époque n'était pas très connu, dirigeant du Parti de la Libération, un des éléphants, des figures les plus connues. Juan Bosch, finalement, l'avait adoubé comme son successeur. On a choisi Léonel Fernandez comme son successeur. Effectivement, grâce à cette alliance patriotique, on a appelé ça le Front patriotique, cette alliance qui représentait théoriquement la gauche, le secteur progressiste en tout cas, et à droite, les héritiers du trujillisme. Alors que Bosch, opposant de la dictature trujilliste. Donc c'est une contre-nature qui avait porté Léonel Fernandez en 96 pour empêcher Gómez de remporter une victoire qui s'annonçait. Le parti de Joaquín Balaguer à l'époque, parti réformiste social chrétien, c'est un parti de droite. Qu'est-ce que ça a à voir avec le social chrétien? Donc comment peut-on expliquer que Balaguer, ancien ami proche de Trujillo, comme homme de droite, qu'est-ce qu'il avait à voir avec le social chrétien? Vous savez, les appellations des partis, le parti d'extrême droite dominicain de la famille du clan Vincho Castillo s'appelle programmement, il n'a rien de progressiste, c'est un parti qui est clairement extrême droite, et le parti réaliste de Balaguer, donc il avait fondé après la fin de la dictature, avait servi de rôle à toute une série de personnages donc, qui avaient été des personnages de la dictature trotskiste à droite et a défendu les intérêts des secteurs liés à cette dictature. Donc ça a été d'entrée l'appui américain à l'époque qui craignait plus que tout un régime cubain castriste en République dominicaine de la guerre de 65. Vous savez, l'intervention coup des Poches qui avait remporté les premières élections libres en Ken, et le coup d'État donc fomenté par
une partie des secteurs économiques avec l'appui des États-Unis, prétexte que Juan Bosch allait se convertir en un nouveau Fidel Calca. À l'époque, Juan Bosch était un centre-gauche social-démocrate, mais il n'était pas marxiste à l'époque. Que de l'autre côté, il y avait Balaguer qui a remporté une section truquée avec beaucoup de fraude, avec l'appui militaire et de la droite américaine. Et l'appellation de son parti, c'était clairement un homme de droite. Voilà, vous suivez les grands rendez-vous économiques. Nous sommes au mois de janvier. C'est une 5e édition assez spéciale, une extension. Et nous sommes avec Jean-Michel Kawa. Nous parlons des prochaines élections dominicaines. Et on a fait un peu d'histoire pour voir en 30 ans comment les Dominicains ont pu modifier complètement, je pourrais dire, l'échiquier politique pour sortir d'une dictature, entre guillemets, on pourrait dire, et avoir maintenant une démocratie qui fonctionne. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le grand rendez-vous économique de janvier 2024 et nous sommes à Santo Domingo avec Jean-Michel Kawa pour analyser ce qui va se passer cette année en République dominicaine, des élections générales. Il y aura des élections municipales, législatives et présidentielles. On se rappelle les dernières élections qu'on avait analysées avec Jean-Michel Kawa. C'était en 2020, période Covid. Donc les Dominicains arrivent à aller aux urnes et à maintenir cette démocratie en dépit de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Jean-Michel, on a fait un petit peu l'histoire au cours de la première partie de l'émission. Donc, avant d'entrer dans ces élections que nous allons vivre cette année en République dominicaine, dites-nous, qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? Comment on a pu quand même avoir 30 années consécutives de stabilité politique et on voit les fruits de cette stabilité politique. Et certainement, le PLD a dominé cette période pendant près de 20 années avec Fernandez et Medina, les deux compères qui ont mal terminé quand même leur aventure politique démocratique, je pourrais dire. Mais on voit ce qui s'est passé, des élections qui se tiennent sans problème. Vous qui avez vécu ça, expliquez-nous comment ils ont bénéficié de cette démocratie. Oui, alors comme vous le dites, depuis 1996, donc depuis l'élection Fernandez, on a connu, je dirais, deux grandes périodes. Bon, il y a eu une parenthèse de 2000 à 2004, ce que le PRD, à l'époque, le Parti révolutionnaire dominicain, était voir avec Hipólito Mérida, donc l'opposition à l'époque, l'opposition social-démocrate, même si tout ça ne veut pas dire grand-chose, n'est pas très opératoire, mais en tout cas, on a eu 96 Léonel Fernandez, le Parti de la Libération dominicaine, 2000 et Hipólito Mérida, donc le PRD, l'opposition sociale. Et en 2004, Hipólito Mérida se présentait à la réélection, mais souvenez-vous qu'il y avait eu un très grand scandale, un krach bancaire qui avait secoué le pays, terre à l'époque, et donc il a perdu les élections de 2004 et le PD est revenu au pouvoir, donc à partir de 2004 jusqu'à l'élection, donc Léonel Fernandez puis Medina, jusqu'à l'élection du Parti révolutionnaire qui a remplacé le Parti révolutionnaire dominicain en large mesure sur l'étiquette social-démocrate, et donc qui a gagné les dernières élections avec Luis Abinader comme président, et Luis Abinader se représente donc cette année 2024 pour la présidence, espère bien l'emporter, ce qui est assez probable si l'on en croit des sondages. Les sondages, il y a un peu de tout, mais les plus sérieux des sondeurs disent une large victoire du Parti révolutionnaire moderne, Abinader, probablement dès le premier tour. Alors, donc cette longue domination du PLD, la libération dominicaine, a été interrompue, a pris fin. Et je crois que le motif principal, ça a été la corruption qui avait pris des proportions
absolument énorme sous la présidence tant de Leonel Fernandez que de Danilo Medina. Et souvenez-vous, il y a eu une mobilisation citoyenne très importante qu'on a appelée la Marcha Verde, la marche verte, qui a donné lieu aux manifestations les plus importantes connues dans l'histoire dominicaine. Et le PLD s'est divisé. Leonel Fernandez et Danilo Medina se sont fâchés et Fernandez a formé un nouveau parti, la Force du Peuple. Donc je dirais les principales raisons pour lesquelles Luis Abinader et son parti révolutionnaire moderne ont pu gagner les élections, donc il y a 4 ans. Cette mobilisation citoyenne contre l'impunité et la division du PLD ont été les 2 grands facteurs qui ont emmené donc Luis Abinader au pouvoir. Et malgré une situation économique qui était, plus on regarde les taux de croissance depuis 20 ans, l'économie dominicaine a connu un taux de croissance de l'ordre de 6% en moyenne sur cette période. Donc l'économie se porte plutôt. Et c'est vraiment cette affaire de la corruption, le fait que le PLD n'a pas réussi à réduire les inégalités, qui restent très importantes, je crois qu'ils sont les facteurs importants pour comprendre ce qui s'est passé en République dominicaine. On doit admettre que nous faisons cette émission, cette discussion, et nous essayons d'avoir une certaine analyse comparative pour voir comment on s'est comporté d'un côté de l'île et de l'autre côté. Vous avez dit qu'il y avait 3 grandes personnalités, Bosch, Balaguer et Peña Gómez, pré-96, l'émergence de jeunes loups après 96, mais on parle quand même de 3 grands partis politiques, le Parti réformiste social-chrétien, le PLD et le PRD. Certainement, il y a d'autres partis politiques. Il y a également une tendance à avoir des accords entre les petits partis et ces grands partis. Est-ce que ça donne un avantage au pays d'avoir de grands partis politiques avec des personnalités qui dominent l'espace? Qu'est-ce que ça apporte à ce pays? Oui, alors, comme vous le dites, il y a des mues de partis. Le parti réformiste social-chrétien, aujourd'hui, est réduit à la portion congrue. C'est devenu qui peine à arriver à 5% des suffrages et qui, depuis une certaine période, finalement passe une alliance avec le candidat qui a le plus de chances de l'emporter. C'est une espèce d'opportunisme politique. Même le PRD, qui était un parti traditionnel dans l'histoire de la lutte contre la dictature de Trujillo, Parti révolutionnaire dominicain, donc le grand parti de Peña Gómez, aujourd'hui est réduit également à la portion congrue, et son leader, Miguel Vargas, figure très loin dans tous les sondages. C'est maintenant le Parti révolutionnaire moderne de Luis Abinader qui a largement passé ce Parti révolutionnaire dominicain. Quant au PRA, phagocyté, il a avalé finalement en grande partie le Parti réformiste social-chrétien de Balaguer. Des cadres, des militants, des électeurs du parti de concert de Joaquín Balaguer ont gagné le PL. Le PL est devenu un parti de droite, centre-droit, alors qu'il était à l'origine un parti de gauche. Alors maintenant, vous me demandez, vous savez, comme dans tous les pays, l'organisation de la politique est un facteur important. Et les 3 qu'on citait, Juan Bosch, et Peña Gómez, sont décédés, sont morts aujourd'hui. Et je ne pense pas que ni Leonel Fernandez, ni Medina, ni Hipólito Mejía, ni Luis Abinader n'ont atteint encore le poids historique de ces 3 grandes figures. Leonel essaye de revenir, il se représente, mais il n'a pas
il incarne évidemment il a créé son propre parti, non, la Force du Peuple, la FUPU, et il a une part, il a été président pendant de longues années, mais il n'a pas, en tout cas, le poids politique qu'avait un Juan Bosch ou un Joaquín Balaguer ou même un Peña Gómez, qui n'a jamais été prêté, toujours quelqu'un qui a pesé depuis 65 jusqu'à ça, qui a pesé de manière importante sur la vie politique, leader de masse les plus importants qu'ait connu la République dominicaine. Donc il y a eu des mutations, comme vous l'avez si bien expliqué. On sait bien que PRD a donné lieu au PRM. Et bon, il y a eu PLD qui a éclaté, comme tu as expliqué que Léonel est avec la Fuerza del Pueblo. Donc, mais quand même, ça reste avec une certaine force politique et cet esprit, comme tu l'as si bien dit. Miguel Orgas, on sait bien, il n'a pas une force politique, mais on l'utilise en quelque sorte. Il était même ministre des Affaires étrangères, si je me rappelle très bien, jouant cette carte. Donc, est-ce que cette culture politique de faire des alliances, de faire des partenariats et maintenir l'équilibre nécessaire dans, je pourrais dire, l'échiquier politique? Oui. La République dominicaine est un peu un cas particulier quand on regarde, en tout cas quand on regarde de l'Amérique centrale. Moi, j'ai beaucoup suivi des pays comme le Guatemala, le Salvador, d'autres, où il y a une natalité rapide des partis politiques. Il n'y a pas cette... Alors qu'en République dominicaine, alors bon, il y a plusieurs explications. Il y a évidemment le clientélisme, vous avez la prime au pouvoir qui profite aujourd'hui au PRM de Luis Abinader, qui vote pour le parti qui a le plus de chances de gagner en espérant obtenir des bénéfices, soit un job, soit une carte de solidarité qui permet de... il y a évidemment ces phénomènes qui jouent et qui expliquent finalement que la République dominicaine a maintenu des partis de masse d'autres pays qui n'ont, comme je disais, meurent et naissent. Bon, vous connaissez le phénomène, vous n'avez pas de grands partis historiques, c'est le cas en République dominicaine. Et je crois que c'est effectivement quelque chose d'important, et finalement l'enracinement et le succès de la démocratie avec toutes ses imperfections, mais une démocratie finalement durable en République dominicaine, parce que comme on vote, on élit un président, on élit un congrès, on élit des maires, des municipalités, et comme je vous le disais, ça se passe plutôt bien depuis 1996. Donc, si on comprend bien, il y a, on pourrait dire de manière relative, une explosion, puisqu'en général, on avait à peu près 3 à 4 candidats. Cette année, en 2024, on aura près de 9 candidats. Et c'est pas... Comme Haïti, on a une multitude de candidats pour une élection présidentielle. Ils sont encore à moins de 10 quand même. Et est-ce que ça provoque des remous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de candidats cette année par rapport aux années précédentes? Non, mais vous savez, il y a évidemment des gens qui se présentent, mais tout le monde sait que les jeux se font entre 2 ou 3. Et là, en l'occurrence, l'élection, vous parlez de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle va se jouer entre Luis Abinader, le grand favori, Léonel Fernandez, qui arrive en 2e position, mais assez loin derrière, et le candidat du Parti de la Libération dominicaine, Martinez, qui arrive encore plus loin que Léonel Fernandez, qui est peu charismatique, qui est un personnage peu connu, et dans sa ville de Santiago, dans le Cibao, la région centrale, mais il n'a pas l'ampleur politique ni de Luis Abinader, ni de Léonel Fernandez. Donc le duel, je dirais, se fait vraiment entre Luis Abinader et Léonel Fernandez.
Migas, qui est le candidat de ce qui reste du Parti révolutionnaire dominicain, arrive très très loin dans les sondages. Et parlons pas des autres candidats qui sont crédités de moins de 1%. Donc ils sont là pour la galerie, mais je veux dire pas, ils participent au jeu de pouvoir. Est-ce que maintenant on pourrait s'attendre à un deuxième tour lorsqu'il y a vraiment tous ces partis en course? Est-ce qu'il faudrait s'attendre à une alliance PLD Fuerza del Pueblo? Et où pensez-vous que Miguel Vargas pourrait aller? Donc, on n'a pas la garantie qu'on aura les 50 plus 1. Donc, on prévoit un deuxième tour. Et quelle alliance que l'on prévoit pour le deuxième tour? Alors écoutez, encore une fois, le sondage, c'est le jour des élections, mais alors, le sondage plus ou moins manipulé, instrumentalisé, mais il y a 3 ou 4 compagnies, entreprises de sondage sérieuses, d'enquête, qui sont pour la plupart des filiales d'ailleurs de grandes compagnies internationales comme Gallup, et qui donc travaillent depuis des années en République dominicaine et qui ont des résultats précis par rapport, enfin, qui ont eu une histoire en général assez précis. Et tous ces sondages, donc les plus fiables, donnent une victoire de Luis Abinader, bien souvent dès le premier tour, autour de 54%, 55%. Et s'il n'était pas élu au premier tour, il y a encore, les élections présidentielles ont lieu le 19 mai, donc il y a encore du temps des choses. Mais toutes les prévisions sont que s'il n'était pas élu au premier tour, il gagnerait au deuxième tour. L'alliance entre Leonel Fernandez et le PLD, elle existe pour certaines municipalités et pour certains postes de députés et de sénateurs. Ils ont passé une alliance, mais qui ne concerne pas la présidentielle. Alors s'il y avait un deuxième tour, il est très probable que Leonel Fernandez arriverait en deuxième position. Et dans ce cas, il est également probable qu'un certain nombre d'électeurs d'Abel Martinez, donc du candidat du PLD, rejoindraient Leonel Fernandez. Pas tous probablement, parce que les querelles internes au sein du PLD ont laissé des traces, les cicatrices sont encore là. Et selon la plupart des analystes, il y aurait un report, mais pas un report à 100% des voix d'Abel Martinez sur Leonel Fernandez. Donc c'est vous dire que Luis Abinader est plutôt tranquille, et ce qu'on entend dire, c'est qu'il gagnera au premier tour, et si ce n'est pas le cas, il l'emportera facilement au deuxième tour. Vous suivez les grands rendez-vous économiques de Radio Métropole du mois de janvier avec le groupe Croissance, et nous allons prendre une pause et pour revenir pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Notre invité, Jean-Michel Kawa. Vous suivez les grands rendez-vous économiques de Radio Métropole et de groupe Croissance du mois de janvier. Nous sommes à la 5e édition, et après avoir eu, comme vous vous rappelez très bien, le 1er janvier, le ministre de l'économie et des finances, le 2 janvier, le gouverneur de la Banque centrale, le 7 janvier, c'était Pierre-Marie Boisson, économiste représentant le secteur privé des affaires, et le 14 janvier, on avait France Duval qui analysait la situation politique interne. Maintenant, on regarde la politique au niveau international, des élections qui vont avoir lieu et qui intéressent en grande partie Haïti. Donc, nous sommes du côté de Santo Domingo avec Jean-Michel Kawa. Jean-Michel, on a vraiment bien discuté de la structure politique dominicaine, de comment les élections vont avoir lieu. Vous avez bien analysé que Abinader se retrouve en très bonne position pour gagner les élections. Je ne sais pas si les Haïtiens seront contents ou pas. On aura à répondre à cette question peut-être beaucoup plus tard. Mais dites donc, on va avoir des élections en février et ensuite des élections en mai. Pourquoi cette séparation? Pourquoi ne pas avoir eu des élections générales en une journée? Oui, alors ça a été un changement. Pendant toute une période, les élections municipales
et les élections au Congrès et à la présidence se faisaient en même temps. Bon, il y a une série de raisons à la fois techniques, politiques, etc., qui ont provoqué cette séparation du scrutin municipal. Et c'est un phénomène donc récent qui pourrait avoir une incidence parce que, comme je vous le disais dans le segment précédent, il y a une alliance qui a été finalement conclue, difficilement dans la douleur, mais il y a une alliance qui a été conclue entre le PLD, donc le Parti de la Libération dominicaine, et la FUPU, le parti créé par l'ancien président Leonel Fernandez. Et cette alliance donc s'applique surtout au niveau municipal et pour un certain nombre de circonscriptions de députés et de sénateurs. Donc, est-ce que cette alliance va faire bonne figure? Est-ce que ça va donner une impulsion finalement si les résultats du PRM ne sont pas si bons que ça au municipal? Est-ce que ça aura une incidence pour le 19 mai, c'est-à-dire la présidentielle et le Congrès? Il est encore trop tôt pour le dire, il faut attendre le résultat des municipales. Les dirigeants du PRM, du Parti révolutionnaire moderne, donc, qui est au pouvoir, sont très optimistes, disent qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées, beaucoup de réalisations dans les municipalités qui va permettre donc, il y a eu beaucoup ce qu'on appelle aussi le transfugisme ici, c'est-à-dire beaucoup d'anciens responsables, dirigeants locaux du PLD, du PRD, qui ont rejoint le PRM, qui ont rejoint le parti au pouvoir, ce qui est et donc c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte. Attendons le 18 février, attendons les résultats, mais je pense que ça aura indubitablement un impact sur la campagne pour la présidentielle et les élections au Congrès. Quel parti politique qui domine, après les dernières élections de 2020, l'ensemble des communes en République dominicaine aujourd'hui? Le parti majoritaire dans les communes? Non, comme je vous le disais, c'est assez divisé. Le PLD avait une bonne implantation, mais le PLD s'est divisé. Aujourd'hui, le PLD a beaucoup souffert, s'est beaucoup réduit du fait de cette division et donc de la création par Leonel Fernandez de la FUPU qui a entraîné un certain nombre de responsables avec lui. Donc aujourd'hui, le PRM domine aussi bien les municipalités que le Congrès. Est-ce qu'il va conforter cette domination ou est-ce que, comme je vous le disais, cette alliance reconstituée entre Leonel Fernandez et le PLD va permettre au PLD et à Leonel Fernandez de limiter la casse? On va voir ça le 18 février. Là, on est un peu en terre inconnue. Et je pense qu'il faudra suivre attentivement parce que ça aura une influence sur le reste. Et on disait lors du premier segment que 94-2024, ça fait 30 ans. 30 ans en démocratie, c'est une jeune démocratie. Est-ce que la culture démocratique est aussi forte en République dominicaine pour que les gens puissent comprendre? On doit donner au président favori à ce moment-là une victoire au municipal ainsi qu'au législatif pour que le président puisse mieux gérer, prendre les décisions avec une grande majorité. Est-ce que cette culture est déjà établie en 30 ans? Oui, non. Et je dirais qu'indépendamment de la motivation démocratique, je pense que c'est... en fait, comme je vous le disais au début de cette émission, il y a une tendance à voter pour celui qui va gagner. Ça, les gens aiment bien être avec le gagnant, être avec celui qui est au pouvoir pour une série de raisons, parce qu'ils considèrent à tort ou à raison qu'ils pourront en profiter personnellement, parce qu'il y a les jobs, parce qu'il y a ce qu'on appelle la carte solidarité, qui est une carte de crédit qui est donnée aux gens les plus nécessiteux, qui leur apporte un soutien financier. Il y a une série de facteurs qui sont du clientélisme en réalité et qui jouent indubitablement. Et ça fait que je dirais que le parti perçu comme le parti majoritaire, comme celui qui va gagner, qui est au pouvoir et qui va gagner, est favorisé par ce phénomène.
plus, je dirais, que par une réflexion de type politique démocratique en disant il faut que notre président ait une majorité. Je pense que, si vous voulez, dans une commune, dans une petite municipalité, la population sait très bien que si le maire, si le conseil municipal fait partie du parti majoritaire qui est au pouvoir à Saint-Domingue, ils auront plus de facilité pour obtenir des financements, des subventions, que s'ils sont dans l'opposition. C'est un peu ça qui se passe. Je suppose dans les sondages, on évalue et les personnalités et les partis. Donc le PRM a un certain avantage par rapport aux autres, de la même façon qu'Abinader par rapport aux autres candidats. C'est ça? Oui, oui, non, et surtout, ce qui est important de souligner, c'est ce qu'on appelle le taux de rejet, la tasa de rechazo, comme on dit ici. Et Leonel Fernandez a un taux de rejet, c'est-à-dire de gens qui ne voteraient jamais pour lui, qui est très élevé, de l'ordre de 40%, en raison de la corruption qui a fleuri du temps de ses mandats. Et ça a provoqué effectivement, autant quand il est arrivé au pouvoir, beaucoup de gens espéraient que ce jeune nouveau président, après les vieux Balaguer, Bosch, etc., allait changer le pays. Et il a effectivement changé le pays sous de nombreux aspects, mais au prix d'une corruption, d'un enrichissement et d'une impunité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, à la différence de ce qui se passe maintenant avec Luis Abinader, qui a nommé une procureure générale, Myriam Herman, qui est indépendante, ça tout le monde le dit et tout le monde le reconnaît, et il y a des sanctions quand un haut dirigeant administratif ou gouvernemental met la main dans le pot de confiture, il est limogé immédiatement et il est éventuellement traduit devant les tribunaux, ce qui n'était jamais le cas sous le PLD, sous Leonel Fernandez et Danilo Medina. Donc je crois que ce changement pour la population et pour un grand nombre d'électeurs est important parce qu'ils ont conscience que il y a eu une forte croissance, l'économie s'est bien développée, mais ça s'est fait surtout au profit d'une petite caste politique, les amis du parti au pouvoir, c'est-à-dire du PLD. Est-ce que Haïti sera présente dans les discussions, dans les débats au cours des prochaines élections en République dominicaine? Écoutez, Haïti est toujours présent. Haïti est un sujet, je dirais, constant, et on en a évidemment beaucoup parlé ces derniers mois avec la lamentable crise du canal là, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive des deux côtés de la frontière. Mais je dirais que justement, du fait qu'on en a tant parlé en raison de cette crise du canal, bon, à moins qu'il se passe des choses, en Haïti, on est toujours dans l'attente d'un événement inédit, extraordinaire et surprenant. Et donc ça pourrait avoir cet effet surprise. Mais si la situation reste plus ou moins ce qu'elle est en Haïti, je pense que le discours ne va pas changer tellement. Et c'est un angle d'attaque que l'opposition ne va pas, à mon avis, essayer d'exploiter parce que Luis Abinader a adopté une position très ferme, aussi bien en ce qui concerne le contrôle de la migration qu'en ce qui concerne le canal, qu'en ce qui concerne un certain nombre de dossiers bilatéraux. Donc, en réalité, je ne pense pas qu'on en parlera autant que ça sera un sujet comme ça l'a été, par exemple, lorsque Peña Gómez était candidat, où là, il y avait un déferlement on dirait maintenant, de fake news, de campagne, de sale campagne asociale, comme on dit ici, visant Peña Gómez, qui se nourrissait de l'extrême droite nationaliste et anti-haïtienne. Donc là, je pense, à mon avis, mais je peux me tromper, en tout cas ces dernières semaines, on n'a pas senti que le dossier Haïti allait être en haut de la pile. On parle davantage de narcotrafic, on parle davantage d'inflation, de problèmes économiques, mais l'opposition ne s'aventure guère sur ce terrain.
Mais il faut reconnaître que les jeunes loups qui avaient émergé en 2020 à travers le PRM, qu'on parle avec le leader Abinader, n'avaient pas utilisé la carte haïtienne. C'était l'une des rares fois qu'on n'avait pas vu un président, un jeune, venir avec la carte haïtienne, à savoir dire qu'Haïti était un problème. Et on a vu un autre visage d'Abinader, maintenant essayant peut-être de neutraliser l'extrême droite. Est-ce qu'il y a eu deux Abinader pendant les 4 ans par rapport à Haïti? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il y a eu deux Abinader par rapport à Haïti en 2020, lorsqu'il n'avait pas fait les discussions sur Haïti dans les élections, et aujourd'hui, où tu viens d'analyser qu'il a neutralisé Fernandez, parce que le jeune Fernandez avait joué la carte Balaguer contre Haïti, contre Peña Gomez, si on peut dire. Est-ce qu'Abinader a pu mettre de côté cette carte pour dire, OK, d'accord, moi, je peux avancer beaucoup plus facilement pour gagner les élections sans avoir à discuter d'Haïti? Oui, si on veut résumer en gros la position d'Abinader, je pense que Luis Abinader, quand il est arrivé au pouvoir, c'est pas que je pense, je le sais parce que j'en ai discuté avec lui, avec son ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables du gouvernement, je crois qu'il voulait sincèrement arriver à... souvenez-vous qu'il a signé peu de temps avant la mort, à l'assassinat de Jovenel Moïse. Ils se sont rencontrés à la frontière, les deux présidents, et ils ont signé une série d'accords qui, je pense, sont les bons accords qui doivent être mis en œuvre entre Haïti et la République dominicaine. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Jovenel a été assassiné, la crise en Haïti n'a cessé de s'aggraver avec le phénomène des bandes, et il y a eu donc ce phénomène en Haïti, et d'autre part en République dominicaine, l'extrême droite et un certain nombre de proches conseillers de Luis Abinader n'ont cessé de lui dire sur le thème haïtien, plus tu seras ferme et dur, et plus ça te fera monter dans les sondages. Ce qui est partiellement vrai et partiellement faux. Je crois qu'une des raisons, c'est que, vu l'avalanche de nouvelles négatives qui arrivaient dans la presse et les médias et les réseaux sociaux dominicains, où on voyait Haïti à feu et à sang sous la coupe réglée des gangs, il y a eu une crainte indéniable qui s'est développée dans la population, qui s'est dit il ne faut pas que ça arrive chez nous, on ne veut pas que ça déborde, que cette violence, que cette folie rentre en République dominicaine. Ce qui explique que Luis Abinader s'est lancé dans cette histoire de mur, ce qui explique qu'il s'est lancé dans cette histoire de renforcement du dispositif militaire. Mais je crois qu'il s'est rendu compte, par exemple, à propos de la crise du canal, qu'il avait commis une erreur en allant trop vite en besogne et en fermant la frontière, parce qu'il l'a reconnu. Ça a provoqué une réaction chez un certain nombre d'industriels et d'agriculteurs de la région du Cibao notamment, qui lui ont dit attention, Haïti est notre deuxième marché, il faut pas. Et là, il a fait bac, comme on dit en Haïti, il a fait machine arrière. Et il y a 2-3 jours, le ministre du Commerce, Ito Bissono, annonçait très content que les marchés binationaux avaient repris à peu près au rythme antérieur à la crise, donc à 100%. Donc je pense que... Et la deuxième chose, c'est que Luis Abinader, pour essayer de contourner le dossier haïtien, a dit il faut qu'il y ait une unité nationale, une politique nationale dominicaine par rapport à la crise haïtienne. Et il faut que la République dominicaine ne se fatigue pas de mobiliser la communauté internationale pour essayer d'aider à la solution de la crise haïtienne. Ce sont en fait les grands leitmotifs, ce que Luis Abinader et son ministre Roberto Alvarez ont cessé de répéter dans tous les forums internationaux où ils étaient présents, en disant la communauté internationale doit continuer à s'intéresser à Haïti. On ne peut pas se désintéresser d'Haïti. Nous, on est en première ligne parce qu'on partage l'île avec Haïti, mais il faut que Et ça a été un peu... il s'est considéré un peu investi d'une mission de mobilisation de la communauté internationale pour qu'on n'oublie pas Haïti. Donc je crois que c'est ces deux aspects, si on veut comprendre vraiment ce qui s'est passé dans la tête de Luis Abinader par rapport à Haïti, c'est ces deux aspects qui ont été les plus importants.
Tout à fait. Pour finir, et vous savez que nous avons une communauté haïtienne qui grandit de plus en plus en République dominicaine, est-ce que ces élections qui s'annoncent le mois prochain et en mai, est-ce que tout est calme? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une ambiance bon enfant? Les gens vont voter. On sait que les Dominicains utilisent les élections comme un carnaval. Les couleurs sont dans les rues. On ne prévoit pas de désordre dans les rues. On ne prévoit pas de contestation. Non, non, non. Comme je vous le disais, je pense que, en tout cas, pour l'instant, tout est très calme. Il y a des campagnes d'affichage. Il y a même moins, je dirais, de mobilisation, comme il y a une vingtaine d'années, en période électorale, il y avait des caravanes un peu partout. Là, les partis ont compris que finalement, c'était beaucoup plus rentable de dépenser de l'argent à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les médias, que de faire ces grandes manifestations qui finalement ne prêchent que les convaincus et qui coûtent cher parce qu'il faut donner à manger, il faut payer le transport, etc. Donc on a changé un peu, je dirais, de rythme de campagne. Maintenant, on est beaucoup plus dans des campagnes d'affichage sur les réseaux sociaux, mais non, tout est, en tout cas jusqu'à présent, et je croise les doigts, tout est calme et personne ne prévoit qu'il y ait d'incidents et de violences, non. Dans la perspective d'une victoire d'Abinader, puisque les sondages sont là, il a un gros avantage, il pourrait même gagner au premier tour à 54%. Est-ce que l'on peut dire que l'on pourrait voir un Abinader moins agressif par rapport à Haïti? Bon, je pense que, encore une fois, la position de la République dominicaine est très liée à ce que fera la communauté internationale. On parle de cette mission internationale pour appuyer la police nationale haïtienne, pour essayer de remettre un peu d'ordre et de reconstruire les conditions de sécurité nécessaires pour organiser un processus électoral. Je pense que fondamentalement, c'est ça que souhaite Luis Abinader et la République dominicaine. En fait, vous savez, Haïti est le deuxième marché de la République dominicaine. La République dominicaine, que ce soit le secteur des affaires, que ce soit les politiques, ils ont bien compris que l'intérêt dominicain, c'est que les choses se passent bien en Haïti. Alors évidemment, cette histoire de canal a été très mal menée, je pense, à la fois du côté dominicain et du côté haïtien. Je pense que s'il y avait eu des discussions, et moi c'est ce que j'avais dit, pourquoi ne financez-vous pas? Et il est normal qu'Haïti ait une prise d'eau, un canal, alors que vous en avez une dizaine. Si Haïti, autant que ce soit bien fait, à la limite, sortez $1 million pour construire ce canal dans des bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de risque d'inondation et de risque d'atteinte à l'environnement si c'est fait un peu n'importe comment. Donc, vous voyez, ce genre de choses, je pense que la République dominicaine souhaite, en fait, vous savez, un des projets qui a le mieux marché finalement en termes bilatéral, comme vous le savez, c'est le projet du groupe OME à Ouanaminthe, qui permet à 18 000, c'est le plus gros employeur privé haïtien aujourd'hui. Il y a 18 000 Haïtiens qui ont un job, la plupart vivant à Ouanaminthe, dans les usines du groupe OME. Donc je pense que c'est ce genre de choses qu'il faudrait, mais pour arriver à développer ce genre de projet, moi je parlais aussi, le tourisme qui est la locomotive de la croissance et du développement dominicain. Là, le grand projet qui a commencé à se développer se trouve à la frontière haïtienne du côté de Pedernales, à Cabo Rojo, ce qui est juste de l'autre côté de la frontière. C'est évident qu'il y a 10 hôtels qui sont en construction, un port pour les bateaux de croisière, il y a des infrastructures importantes, un aéroport, etc., qui sont en construction. Il est évident qu'une bonne partie de la main-d'œuvre va être haïtienne, comme dans tous les travaux publics en République dominicaine. Et une fois que les touristes vont arriver, on parle de plusieurs centaines de milliers de touristes à très court terme. Déjà, il y a un premier bateau de croisière qui est arrivé il y a une semaine.
ça va être un débouché pour l'artisanat haïtien. On est en face de Jacmel, pour tous les artisans de Jacmel. Vous allez avoir un petit Punta Cana qui va se développer juste de l'autre côté de la frontière. Donc c'est ce genre de choses, je pense qu'il faut voir si on veut penser positif et cesser cet affrontement qui, à mon avis, était tout à fait lamentable autour de l'affaire du canal. Un grand merci, Jean-Michel Kawa, toujours disponible pour apporter votre lumière sur ce pays voisin, la République dominicaine, et cette année d'importance, à savoir les élections municipales, législatives et présidentielles. Merci, bonne année 2024. Merci, bonne année à vous tous également. Merci, on se verra la semaine prochaine et on parlera des élections américaines dimanche prochain. Ciao, à la semaine prochaine. Merci.